Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 2 juillet, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Top départ aujourd'hui de la 20e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Nous serons avec la présidente de l'événement, Diane Fissor. Coup de projecteur sur la dernière étape du Conseil national des jeunes. La 3e édition de l'Ocean Space Forum dédié à l'espace et à la protection des océans. L'inauguration du site Handiplage au Larvoto, focus sur ce projet initié par l'association Sœurs Optimistes. La présentation de la nouvelle exposition à la Villa Paloma, consacrée au peintre surréaliste roumain du XXe siècle, Victor Brauner. Vous allez le découvrir dans ce reportage, l'Institut du patrimoine propose au grand public des visites guidées inédites à travers les rues de Monaco. L'Hôtel des Ventes ouvre dès dimanche son grand cycle de ventes estivales entre bijoux, montres, œuvres d'art et maroquinerie. Et enfin, le basketteur Yacouba Ouattara n'oublie pas Monaco. Il est venu à la rencontre d'enfants soutenus par l'association Children and Future, dont il est l'ambassadeur. Même si la période a été décalée, Grand Prix oblige, le port Hercule se transforme le temps de 3 jours en piste de saut d'obstacles. C'est la 20e édition du Jumping International de Monte-Carlo qui accueille cette année encore cavaliers et chevaux venus du monde entier. Du CSI 2 étoiles au CSI 5 étoiles, toutes les générations se retrouvent avec un même objectif, être le premier. Reportage de Marie Bonnet-Blanc. 250 chevaux et cavaliers venus du monde entier s'affrontent sur cette piste avec un objectif commun, réaliser un parcours sans faute, sans faire tomber la moindre barre, tout en étant le plus rapide possible. Pendant 3 jours, les épreuves s'enchaînent avec les différents niveaux de compétition, permettant à chaque cavalier de trouver sa place. On a 3 niveaux d'épreuves, donc on commence par les petits, donc les nationaux. C'est des jeunes de moins de 18 ans qui courent sur les épreuves nationales. Donc on commence à 70 cm et la plus grosse épreuve c'est celle du 5 étoiles. On est à 1,60 m sur le Grand Prix. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les amateurs, mais c'est des amateurs éclairés quand même pour monter sur la piste de Monaco. Et c'est de l'épreuve 2 étoiles, c'est le label 2 étoiles. Réputé pour sa technicité, le parcours monégasque est l'un des plus étroits qu'il puisse exister, souvent comparé au tracé de la Formule 1. Alors pour accompagner les cavaliers de la Principauté, la Fédération monégasque s'appuie sur son sélectionneur, chargé d'apporter son regard d'expert. La difficulté, c'est déjà de jouer à la maison. C'est jamais confortable de jouer à la maison. Et de jouer à domicile, ils veulent montrer à leurs amis, à la famille que voilà, c'est très important. Et puis voilà, c'est ça, après le reste, ça s'appelle du sport. Et puis on a un cheval, il ne faut pas oublier que ça reste un animal. Et le 100%, il n'existe pas dans notre sport, c'est pas possible. Face au plus grand nom du saut d'obstacles, les jeunes cavaliers, eux, viennent avant tout chercher de l'expérience et confirmer leur progression. J'ai travaillé sur la hauteur, forcément, parce que la hauteur, ça fait toujours un peu peur. Donc j'ai travaillé à ne pas avoir trop peur de la hauteur. Et on a mis en forme mon cheval pour qu'il soit tout prêt pour cette compétition. Parce que c'est pas un lieu très cheval en fait, comme on dit. C'est un lieu un peu très goudronné, etc. Et les chevaux ils sont pas très habitués quoi. Le jumping de Monaco se poursuit jusqu'à samedi avec en point d'orgue la finale du Longines Global Champions Tour. Et pour parler plus largement de cette 20e édition, Patricia Navarro s'est entretenue avec la présidente de ce Jumping International. On les écoute. Bonsoir Diane Fissor. Bonsoir. Cette édition 2026 correspond à un bel anniversaire du jumping. Quels souvenirs marquants gardez-vous de ces décennies ? Écoutez, surtout de belles victoires, comme Julien Epaillard il y a 3 ans, Inès Joly il y a 2 ans. Inès Joly s'est marquée parce que c'était une jeune cavalière qui n'avait encore pas trop fait parler d'elle et qui a fait un magnifique parcours. Il y a aussi beaucoup d'autres événements dont je me souviens parce que c'est... Et puis si vous voulez, c'est un événement qui est monté crescendo, donc lorsqu'on voit l'événement aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir avec le tout début. Donc c'est ça, en fait, la grande satisfaction est là. Oui, un développement considérable et d'ailleurs pour marquer cet anniversaire du changement cette année, notamment au niveau de la configuration, au niveau de la piste, mais aussi des structures. Écoutez, cette année, on peut dire qu'on recommence tout à zéro puisque tout a changé. Nous avons modifié l'emplacement des loges, nous avons modifié l'intérieur des loges, tout ceci pour améliorer l'accueil
et que les prestations soient encore de plus haut niveau. Donc des modifications, des changements, un nouveau départ, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que le jumping de Monte-Carlo, c'est vraiment l'un des rendez-vous incontournables du calendrier équestre international. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un événement totalement incontournable, qui est très connu, qui a ses lettres de noblesse, parce qu'au niveau sportif, nous avons de très très bons cavaliers tous les ans, parce que nous avons de bonnes dotations, parce que nous avons un accueil fantastique et puis surtout nous avons un lieu magique. Oui, un lieu à nul autre pareil. Et quelle sera l'affiche en termes de compétiteurs ? Alors, écoutez, nous avons de très bons compétiteurs. Nous avons Eric von Eckermann, nous avons Julien Epaillard en français, Kevin Stott. Nous avons aussi, et ça il faut le noter, des cavaliers pour la première fois, 3 cavaliers monégasques qui concourront dans le 5 étoiles. Nous avons Anastasia Nielsen, Inigo Lopez de la Osa et aussi Marie-Eder Ferrero qui va faire ses débuts en 5 étoiles. Et ça c'est très notable parce que ça veut dire que la fédération a vraiment pris son rôle au sérieux. Et notre rôle à nous c'est de découvrir de nouveaux talents, de les projeter et d'essayer que ça perdure et que ça devienne de grands cavaliers et de grands athlètes. Oui, des prestations très attendues donc chez eux. Le jumping international de Monte-Carlo, qu'est-ce que cela représente en matière de logistique? Alors combien de personnes sont présentes, combien de chevaux, combien de corps de métier s'entremêlent-ils? C'est une vraie pelote de laine en fait si vous voulez parce qu'on a 250 chevaux, donc ça veut dire qu'on a une centaine de cavaliers. Nous avons tous les corps de métier, ça va des monteurs de tentes aux monteurs de podium, à tous ceux qui font la logistique de l'électricité, de la plomberie. Parce que nous devons accueillir des chevaux, donc ça veut dire leur donner à boire tout simplement, leur faire passer un très bon moment à Monaco parce que si vous voulez, il est important de dire qu'en fait les athlètes chez nous, c'est évidemment les cavaliers, mais ce sont aussi les chevaux et que nous en prenons extrêmement soin et qu'il faut que leur accueil soit irréprochable et qu'ils passent aussi un bon moment à Monaco. C'est un peu étrange de dire cela, mais c'est la vérité. Et pour conclure, partageons avec tous les téléspectateurs qui nous regardent le calendrier à venir. Alors quelles sont les grandes épreuves, les rendez-vous à ne pas manquer pendant ces 3 jours? Écoutez, ce soir, nous aurons la Global Champions League. Demain, nous aurons la Longines Pro-Am Cup. Et évidemment, en point d'orgue, nous aurons samedi le Grand Prix du Prince de Monaco, Longines Global Champions Tour, parce que c'est traditionnellement notre plus belle épreuve et donc le Grand Prix. Et nous espérons avoir un très beau gagnant. Et à la suite de cela, nous aurons un spectacle, ça s'appelle le spectacle des Quidam. C'est un spectacle qui est très beau, très poétique, je dirais. Voilà. Eh bien voilà, c'est noté pour les passionnés d'équitation, mais aussi pour les novices. C'est vraiment du beau spectacle à découvrir. On vous souhaite un bel anniversaire, toute l'équipe du jumping. Bravo pour cet incroyable développement en 20 ans et très belle édition 2026. Merci Diane Fissor d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne. Il s'agissait de la dernière étape pour le Conseil national des jeunes, mercredi, où il était question, vous allez le voir, de numérique. Reportage du duo d'Alexandra, Pani et Paolini. Ils ont pris la parole tour à tour dans l'hémicycle. Ces 6 élèves monégasques ont présenté leurs travaux pour la séance de clôture. Ils ont travaillé plusieurs mois autour de la question de Monaco et les défis du digital dans le cadre du projet du Conseil national des jeunes. Ils ont donc réfléchi pendant des mois à des propositions qu'ils pouvaient soumettre et présenter au Conseil national et aux membres des institutions qui seront présents ce soir. Et leur réflexion s'articule sous la forme d'un rapport qu'ils vont donc nous présenter lors de cette séance de clôture.
En plus des conseillers nationaux, des intervenants de l'association Action Innocence et de l'agence monégasque de sécurité numérique sont venus les épauler dans leurs travaux. Cette thématique très actuelle a tout de suite convaincu les collégiens et lycéens. On a trouvé tous, je pense, le sujet très intéressant, très actuel. En fait, on a vraiment envie d'aider. Parce qu'en fait, ça pourrait être nous, enfin les générations futures. Du coup, on a vraiment envie d'aider. Et voilà, je pense que c'est vraiment notre motivation première. Du coup, le mercredi après-midi, on venait, on se rejoignait tous ensemble, très bonne ambiance. Voilà, on débattait. Pas toujours, on trouvait des problèmes, des solutions, voilà, des problématiques et tout ce qui en suit. Lors de cette séance de clôture, les conseillers juniors ont exposé les avantages et les dangers du numérique pour ensuite suggérer de potentielles solutions à adopter. Sur les propositions, déjà on appuie sur la proposition de résolution du Conseil national qui est d'interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. On a eu un espèce de consensus où quand on a proposé cette idée-là, Mathilde Leclerc nous a directement dit qu'elle aussi réfléchissait à le proposer au Conseil national. Donc dès le début, ça a été un point d'honneur chez nous. Et puis aussi, on compte lancer un peu une politique de communication sur ces dangers-là. Ça pourrait passer par plein de manières, mais comme on voit aujourd'hui les pubs APM derrière les bus, il pourrait y avoir des pubs notamment pour sensibiliser, ou encore, peu importe, sur les sites ou dans les boîtes aux lettres. Et puis surtout, il faut aussi comprendre qu'il faut donner plus de moyens juridiques, mais aussi financiers aux entreprises et aussi aux moyens de contrôle, pour que ça ne soit pas seulement sur les épaules de l'utilisateur et des parents de réguler ces choses-là, mais que ça soit aussi fait d'au-dessus avec des règles, des encadrements plus profonds. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens. Une expérience formatrice pour ces jeunes monégasques. Le rapport qu'ils ont fourni est consultable en ligne. Pour la troisième fois, Monaco a réuni les acteurs de l'espace et de la protection des océans. L'Ocean Space Forum est un événement international de référence qui permet des synergies entre ces deux mondes. Sarah Nkari et Alexandra Paolini étaient à l'ouverture de ce matin à l'Auditorium Régnier 3. Saviez-vous que les satellites pouvaient être des alliés majeurs pour nos océans ? En orbite, ils permettent de surveiller la santé maritime en temps réel. L'objectif de Monaco à travers l'Ocean Space Forum est donc de favoriser le dialogue entre les deux sphères pour permettre plus de synergie et trouver ainsi de nouvelles solutions. L'avantage du spatial, c'est que ça permet de voir de très grandes surfaces, de voir beaucoup de choses, que ce soit par exemple pour évaluer s'il y a du trafic maritime illégal, de la pêche illégale par exemple, ou s'il y a certains types de pollution, ça peut être des pollutions de type des algues toxiques ou alors des pollutions de type hydrocarbures. Le spatial en fait permet des choses qui ne sont pas possibles autrement. On ne pourrait pas, en ayant des capteurs in situ ou en ayant des drones ou des avions, on ne serait pas capable d'avoir le même degré de surveillance. Et c'est justement pour détecter les sargasses, des algues qui, en s'échouant sur les plages, rejettent un gaz hautement toxique pour l'homme, que l'entreprise monégasque Grogénix, incubée à Monacotech, s'est associée avec l'agence sénégalaise d'études spatiales. Les satellites sont capables de prévoir l'arrivée des sargasses dans certains coins. Ils sont capables de mesurer la superficie de cet arrivage, mais pas la profondeur, pas la hauteur de sargasses. Or ça c'est très important parce que s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas un problème, mais s'il y en a énormément, ça devient un gros problème. Donc on va essayer, en prenant des mesures au sol, enfin au sol sur la mer, sur l'océan, d'avoir les profondeurs de sargasses et de les communiquer aux satellites via une intelligence artificielle pour essayer de corréler les deux et faire en sorte que les satellites soient capables d'inclure le volume dans leur data. Un exemple de collaboration rendue possible par l'union entre la Principauté, le CNES et Prométhée Earth Intelligence qui réunissent pour la 3e édition des experts de premier plan, des décideurs publics, des leaders industriels, des entrepreneurs et des innovateurs du monde entier. L'inauguration officielle du site Handiplage a eu lieu ce jeudi matin au Larvoto. 6 handiplagistes sont présents tout l'été pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Un projet initié par l'association So Optimiste il y a plus d'une vingtaine d'années. Il est soutenu par le gouvernement monégasque. Un reportage d'Alexandre Olivier et Camille Caloni. Une fois installée dans le tir à l'eau, Christiane est prête pour le grand bain. Accompagnée de 3 des 6 handiplagistes présents sur le site, Christiane peut profiter de la mer en toute tranquillité. Je suis une adepte privilégiée, je dis parce que le rôle, ici, nous sommes très très bien encadrés. Parce que les stars, c'est pas nous, c'est eux. Parce que justement, on ne pourrait rien faire sans les handiplagistes, on est bien encadrés. Et surtout, on a la chance, maintenant, on a des nouveaux horaires qui sont de 9h à 19h le week-end. Et 10-18 la semaine, donc c'est quand même appréciable de se baigner un petit peu à la fraîche.
ou se baigner quand on veut. Ce matin, à 10h, le site Handiplage du Larvoto lance sa 21e saison d'accueil pour les personnes à mobilité réduite. À l'inauguration, plusieurs membres de l'association Soir Optimiste sont présents, dont Elisabeth Lillo-Renner, une des pionnières de ce projet. Quand une personne handicapée est dans l'eau, elle flotte parce que l'eau de mer vous porte. Et c'était un sentiment pour eux extrêmement agréable, ce que vous et moi ne pouvons ressentir. Et à l'usage, puisque ça fait maintenant 21 ans, on se rend compte, bon d'accord, il y a des personnes à mobilité réduite. Il y a surtout des personnes âgées qui marchaient sur le sable. C'est extrêmement déstabilisant puisqu'on perd l'équilibre. À partir d'un certain âge, on a un petit peu des problèmes d'équilibre. Et les handiplagistes sont là pour les accompagner dans l'eau, même si parfois ils ne prennent pas le tir à l'eau. Le gouvernement princier soutient le projet avec du matériel et du personnel. Michael Fiori, membre de la direction de l'action et de l'aide sociale, fait en sorte d'améliorer le dispositif chaque année. Ça marque un moment important pour nos usagers qui attendent toujours avec impatience la réouverture du site, puisque c'est la 21e saison qu'on ouvre sous l'égide partenariat Club Soir Optimiste et gouvernement. Voilà, donc pour nous c'est important, ça donne le top départ. Même si on est ouvert depuis lundi, ce moment-là c'est le moment officiel avec tous les médias, etc. Donc c'est un moment plaisant pour eux. Une des particularités de Monaco, c'est qu'on a vraiment un accueil à la demande et vraiment sans réservation. Le dispositif déployé a permis plus de 700 baignades l'an dernier, une capacité qui couvre tous les besoins pour le plus grand plaisir des adeptes du site. Avec celle du Grimaldi Forum, la Principauté compte d'autres expositions passionnantes à découvrir dès cet été, comme ici à la Villa Paloma. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a visité la nouvelle exposition, comme vous le voyez. L'artiste Victor Brauner, peintre d'origine roumaine, fasciné par l'ésotérisme, ce qui a largement inspiré ses œuvres qui s'inscrivent dans le mouvement surréaliste, très à la mode au XXe siècle. Reportage de Théo Schumer et Alexandra Paolini. C'est à la fois l'un des artistes les plus fascinants du XXe siècle et l'un des moins connus. Victor Brauner, d'origine roumaine mais installé à Paris, se distingue par un goût prononcé, voire obsessionnel pour l'occulte, transmis par son père, adepte de spiritisme. C'est de là qu'il puise toute son inspiration pour ses œuvres surréalistes, y compris leur nom, tellement surréaliste qu'il se fait même exclure de l'École nationale des beaux-arts de Bucarest en 1921. On dit que ses travaux sont scandaleux. Mais c'est cette tendance à la création complètement déjantée qui fait sa réputation. C'est une réconciliation des mondes. Il parle de noces chimiques, il veut réconcilier le masculin, le féminin, vous le verrez dans les tableaux, de réconcilier des mondes en sachant très bien qu'il sait qu'il y a des mondes irréconciliables. C'est vraiment quelqu'un qui a une figure, même s'il ne le disait pas lui-même, de passeur, de prophète, et de réconcilier un monde qui était quand même très chaotique et qui a malmené, un monde chaotique qui a malmené déjà au premier abord cet artiste. Cette exposition, la Villa Paloma, est exceptionnelle dans la mesure où elle regroupe plus de 160 œuvres issues d'une importante collection privée, montrée pour la toute première fois, comprenant même 10 objets d'art extra-orientaux ayant appartenu à Brauner lui-même. Les 3 étages de la villa laissent à voir ses peintures, dessins et sculptures de façon chronologique des années 1920 à 1960, soit les 30 ans de carrière de l'artiste. Vraiment, il s'interdit rien, il garde, et je trouve que c'est la force... la force d'un artiste qui a toute conscience de laisser quelque chose. Il le dit très bien dans le film qu'on présente au 2e étage. Voilà, tout l'intéressait et il reconnaît qu'il a été dans toutes les directions. Victor Brauner joue avec le surréaliste quand ce n'est pas l'absurde. Parfois, c'est de la satire pour dénoncer l'horreur des années 30 et 40 avec la montée des totalitarismes et l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Mais juif, il se cache dans le sud de la France où il continue d'exercer sa passion. Le surréalisme est le genre parfait pour dénoncer les temps qui courent. Pourtant, c'est le mot magie qui a été retenu pour nommer justement cette exposition. Victor Brauner, l'aventure magique, est présente du 3 juillet au 3 janvier inclus à la Villa Paloma. Cet été, la Principauté se découvre autrement. Nous vous en parlions hier. L'Institut du patrimoine propose au grand public des visites guidées inédites à travers les rues de Monaco jusqu'à mi-août. L'occasion de partir à la rencontre de l'histoire et du patrimoine monégasque, guidé par des spécialistes. Le reportage de Christina Petit-Homel et Julien Laugier.
Chaque mercredi, 2 parcours sont proposés au choix, Monaco-Ville ou Monte-Carlo. Pendant environ 1h30, un guide fait découvrir aux participants les monuments, les façades et les petites histoires qui se cachent derrière chaque quartier, chaque pierre, renfermant une histoire que l'on ne connaît pas forcément. Les gens vont découvrir effectivement, ils vont faire une promenade un peu dans l'espace évidemment et dans le temps, puisque ce sont des guides conférenciers du patrimoine, donc qui sont vraiment habilités, qui connaissent très bien l'histoire de Monaco et qui vont nous emmener vraiment dans un récit historique. Donc au-delà des maisons, des immeubles que l'on va voir, peut-être des frontons spécifiques, des vieilles pierres, ce sont des histoires derrière. Donc les guides vont nous raconter la vie telle qu'elle était sur le rocher au Moyen-Âge, au XVIe siècle. Vraiment la vie des Monégasques, du peuple, que peut-être on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais pour l'Institut du patrimoine, il ne s'agit pas seulement de retracer le passé. Ces visites sont aussi l'occasion de parler d'aujourd'hui, car le patrimoine, c'est aussi l'histoire contemporaine. L'objectif, c'était vraiment de dire que le patrimoine, c'est aussi aujourd'hui. Voilà, que le patrimoine ne s'arrête pas en 1920. Et donc, la promenade, l'itinéraire thématique que l'on a construit entre le casino et Maréterra, c'est justement pour montrer aussi une certaine continuité, alors qui peut être dans la rupture, qui est absolument dans le changement, mais pour montrer aussi que les constructions actuelles, celles qui sont à venir, elles rentrent aussi dans le patrimoine de Monaco, elles en font partie. Un rendez-vous qui séduit aussi bien les habitués du Rocher que les visiteurs de passage. Alexia, résidente de Cap-d'Aille, travaille à Monaco et voulait en apprendre davantage sur l'histoire du pays qui l'accueille chaque jour. On connaît les histoires comme vient de l'expliquer Philippe, mais moi je voulais avoir une vraie visite guidée avec un guide conférencier et je voulais connaître l'histoire du pays où je travaille depuis si longtemps. Je connaissais l'anecdote sur le moine, mais bon, c'est vrai que c'est pas écrit dans les textes, donc et puis découvrir le lien peut-être Monaco, moine, c'est vrai que ça a du sens. Et puis c'est vrai qu'on passe sous les portes, on lève pas vraiment la tête pour voir ce qui est indiqué, donc c'était sympa de découvrir ça. Et puis je trouve que Philippe est très intéressant, donc comme disait ma fille, je bois ses paroles. Même curiosité du côté de Georges, venu spécialement pour cette visite. J'habite longtemps à Monaco, mais j'avais envie de comprendre un peu plus l'histoire. Et je crois que c'est très bien commencé, j'ai appris pas mal de choses. Et je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre un peu plus où on vit. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, que vous ne connaissiez pas ? C'est l'Anseuil, le truc autour de la porte. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de cette porte et c'est très intéressant de comprendre qu'il y a le nom de la personne qui l'a fait. Comptez 10 € par personne pour participer à ces visites, 5 € en tarif senior. Elles sont gratuites pour les enfants et pour les monégasques. Ces balades patrimoniales se poursuivront jusqu'à la mi-août avec l'espoir pour l'Institut du patrimoine de pouvoir les reconduire à la rentrée et à terme les proposer tout au long de l'année. L'été rime avec enchères pour l'Hôtel des Ventes qui ouvre dès dimanche son grand cycle de vente estivale avec des pièces qui devraient attirer les collectionneurs du monde entier. Reportage Christina Petit-Homel et Hugo Comaza. Dans les salons de l'Hôtel des Ventes Monte-Carlo, les dernières pièces sont installées car si les ventes approchent à grands pas, la phase d'exposition vient de débuter sur le quai Antoine Ier. Cet été, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. La collection de Yannou Collard, les très recherchés sacs Hermès et les ventes bien sûr consacrées à l'art. Et cette année, comme les autres années, on a décidé aussi de réunir un ensemble de sculptures dans un catalogue spécifique qui s'intitule « De César à César ». Et nous avons des sculptures de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a beaucoup d'artistes évidemment emblématiques, d'abord de la région. Il y a Folon. Folon avait son atelier au-dessus de chez nous. On avait fait l'inventaire d'ailleurs de toute la succession de Folon. Et ça, c'est toujours un artiste qui est très très demandé ici. Armand, César, bien on vient d'en parler. On a pas mal d'artistes belges, un peu à la suite de Folon. On a Aleschensky. Voilà, on a une vente assez fournie qui part, j'allais dire, du post-impressionnisme, d'artistes, de peintres et de sculpteurs jusqu'à l'art moderne.
Et une vente spéciale aussi pour les beaux jours, puisque l'Hôtel des Ventes consacrera une vente aux objets de l'une des plus grandes agents de stars, Yannou Collard. Une vente qui se tiendra jeudi à 11h et qui sera composée de bijoux, montres, vêtements et sacs ayant appartenu à celle qui fut la maîtresse durant 10 ans de Lino Ventura. Côté bijoux, la maison confirme sa spécialité, les pierres précieuses. La pièce phare de l'été, un cabochon de 40 carats, vieux de 570 millions d'années, mis à prix 120 000 €. On a vraiment les plus belles pierres précieuses qu'on puisse trouver aussi bien en France qu'ici à Monaco. Et les gens nous connaissent pour ça. Et là, on a quelques pierres exceptionnelles. Une émeraude no oil, ce qui est très rare, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été touchée, elle est complètement pure. On a des saphirs birmans de couleur, un mauve, un jaune éclatant et un rose. On a une collection de saphirs à tous les prix. Ça commence à 1 200 €. Voilà, on a vraiment de très très jolies pierres. Autre temps fort, la vente de maroquinerie avec de nombreux sacs Chanel, Vuitton, Hermès parmi les plus recherchés du marché. Vous l'aurez donc compris, les ventes de l'été de l'Hôtel des Ventes débutent ce dimanche. Pour résumer, montres dimanche, bijoux lundi et mardi, objets d'art et art moderne mardi et mercredi. Et quant à jeudi, les ventes seront consacrées à la maroquinerie et collection personnelle de Yannou Collard. Le basketteur bien connu en Principauté, Yacouba Ouattara, finaliste du championnat de France avec Paris cette saison, est venu à la rencontre des enfants soutenus par l'association Children and Future, dont il est l'ambassadeur. Une rencontre, un vrai moment de partage entre l'ancien capitaine de la Roca Team et les familles. Alexandre Olivier et Camille Caloni étaient présents. Victoria, 11 ans, a été atteinte d'une méningite à ses 2 ans et Naïla, qui passe en CE2 à la rentrée, souffre d'une malformation générale depuis la naissance. Les 2 enfants sont suivis et aidés dans leur traitement par l'association Children and Future. Ce mercredi 1er juillet, elles ont reçu des sacs remplis de cadeaux des mains de l'ambassadeur de l'association, Yacouba Ouattara. Le basketteur, champion de France avec la Roca Team en 2023 et 2024, n'est pas venu les mains vides. J'essaie d'apporter des petits cadeaux, j'essaie de leur décrocher un petit sourire et pour moi c'est le tout, hein. C'est ce qui remplit mon cœur. J'ai 4 enfants, donc c'est des trucs qui me touchent particulièrement quand je vois ça. Je salue vraiment le courage que les parents peuvent avoir dans ce genre de situations et toujours être là pour leurs enfants et aussi aux enfants pour arriver de faire de leur handicap une force. Et non, oui, forcément je suis touché par ça. Dès que j'ai l'opportunité de venir à Monaco, j'appelle toujours Ariane, savoir s'il y a possibilité de rencontrer des enfants et de voir un peu ce qui a pu être fait cette année et justement d'apporter mon soutien. Autour d'un goûter apprécié des petits comme des grands, cette rencontre est aussi l'occasion pour les parents d'échanger avec tous les membres de l'association. Un moment d'écoute et de partage. C'est génial, il y a plein de sourires, que de la bienveillance. On a été accueillis ici comme si on connaissait tout le monde. Et pour nous, ça c'est énorme parce que se sentir aidé, entouré et indirectement aimé parce que quand on regarde les gens autour de nous, ils sont tous souriants, bienveillants et ça n'a pas de prix. Depuis sa création en 2001, l'association Children and Future accompagne des projets ayant pour but d'améliorer les conditions de vie des enfants dans le besoin. Un soutien aussi bien financier que moral. Ça crée un peu un lien avec ces enfants qu'on ne voit pas forcément. Mais on est content de les voir et de savoir qu'on a pu les aider pour améliorer leur vie. L'association donne rendez-vous le 14 novembre prochain avec la 27e édition de son événement caritatif, la No Finish Line. L'objectif est simple, courir pour financer les projets d'accompagnement des enfants. En bref, la 4e édition du Batigolf Challenge a eu lieu il y a quelques jours. Ce rendez-vous de golf amateur s'est déroulé au Monte Carlo Golf Club et au Golf Old Course de Mandelieu. Cette compétition est destinée aux professionnels du bâtiment et aux grands acteurs socio-économiques de la Principauté qui se sont retrouvés, vous le voyez, lors de la soirée d'ouverture au Monte Carlo Bay. Et cette année, le Batigolf Challenge soutenait l'association Monaco Liver Disorder. Vendredi soir, ce sera le top départ de la série de concerts du Monte Carlo Summer Festival, une saison qui démarrera avec l'artiste multi-instrumentiste Sébastien Tellier. Il revient avec un 7e album et sera sur la scène de l'Opéra Garnier demain à 20h30. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont dédiées à l'exposition de Victor Bronner à la Villa Paloma, dont nous vous avons parlé précédemment. À suivre dans une poignée de secondes, la météo de Théo Schumer. Merci à tous
pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, une météo encore clémente et même beaucoup trop, malgré une légère descente de température hier soir avec des averses et des rafales de vent à en déraciner des platanes. Le soleil et la chaleur repartent de plus belle. Demain, le soleil sera omniprésent, seuls quelques passages nuageux seront à prévoir en milieu de journée. Quant aux températures, prévoyez 24 degrés au petit matin, jusqu'à 31 au plus fort de l'après-midi et 26 degrés dans l'eau. À ce propos, petit rappel sur les UV qui sont à 9 en ce moment, donc prudence si vous comptez vous exposer plusieurs heures. Ce vendredi 3 juillet, nous fêterons les Thomas. Passez une belle soirée sur Monaco Info et je vous dis à demain soir pour le JT.